Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être présents si nombreux pour cette session du téléséminaire international des IREM du vendredi 1er mars 2024. On a la joie de recevoir Stéphanie Bridou, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Mons, en Belgique, et qui va nous parler des pratiques enseignantes en première année d'université, quel impact sur les apprentissages des étudiants. Voilà, donc Stéphanie, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran et passer en mode présentation. Voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon diaporama? Tout est parfait, merci. OK pour moi. Parfait, merci beaucoup. Voilà, bonsoir à tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation. Donc voilà, on parle ce soir de pratiques des enseignants, principalement en première année d'université, avec l'idée de voir quel impact celles-ci peuvent avoir sur les apprentissages des étudiants. Alors, je vais commencer par une petite introduction, si j'arrive à passer la dia suivante, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Pour la gamine. Alors, il y a Chorito. Ok, donc voilà. Vous avez ici une photo de moi avec mes étudiants. C'est une photo qui a été prise en décembre. Amphi. Et vous, comme moi, je suis sûre qu'un jour, vous vous êtes demandé qu'est-ce qui peut bien rester après une séance de cours en amphi. Qu'est-ce que mes étudiants ont retenu? Qu'est-ce qu'ils ont appris? D'autant que pour moi, enseignante, je dois parfois modifier un tout petit peu mon objectif d'enseignement parce qu'il peut y avoir une question d'un étudiant qui m'amène à dévier un petit peu de ce que j'avais prévu. Donc se pose également de la conformité qu'il peut y avoir entre ce que l'enseignant a prévu et le déroulement du cours. Alors ces questions, elles sont importantes parce que ça fait maintenant un petit temps que l'enseignement universitaire est vraiment devenu un objet de recherche, y compris à l'échelle internationale. Mais cet enseignement universitaire est souvent étudié dans le domaine des sciences humaines et sociales, principalement en sciences de l'éducation ou en sociologie du travail, ce qui fait que les spécificités disciplinaires des espaces, mais aussi des acteurs et des actrices visés, sont souvent peu prises en compte. Et donc, c'est ce que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de creuser la question des liens entre ce qui s'enseigne et ce qui s'apprend, mais avec une entrée disciplinaire. Alors, ça soulève deux questions selon moi. D'une part, comment va-t-on étudier les pratiques enseignantes de manière à pouvoir caractériser les choix des enseignants lorsqu'ils enseignent? Et puis, deuxième question, comment va-t-on s'y prendre pour confronter ces choix aux apprentissages des étudiants? Donc voilà l'objectif de cet exposé. Donc pour essayer d'y apporter quelques éléments de réponse, il y aura principalement deux parties dans ma présentation. La première dans laquelle on va parler de la notion d'identité professionnelle des enseignants-chercheurs, et puis une seconde partie qui traitera des pratiques in situ et du vécu des étudiants. Et puis évidemment, je terminerai par un petit bilan. Voilà, on commence par l'identité professionnelle. Donc l'identité professionnelle, c'est une notion qui est issue de la sociologie du travail et qui renvoie au sentiment d'appartenance d'un travailleur à son groupe professionnel. C'est une notion qui est introduite par Blin en 1997 et qui est reprise par Catonard en 2001, qui va spécifier ce qu'est l'identité professionnelle enseignante, c'est-à-dire ce sont les caractéristiques qu'il identifie en tant qu'enseignant et que l'enseignant partage, qu'il a en commun avec d'autres enseignants, du fait d'appartenir au même groupe professionnel. Alors ici, bien entendu, c'est l'identité professionnelle enseignante qui m'intéresse, mais plus précisément, lorsqu'on parle des enseignants universitaires, on parle d'enseignants-chercheurs. Donc ce qui va m'intéresser, c'est l'identité professionnelle de ces enseignants-chercheurs, dont on connaît déjà quelques spécificités, puisque déjà en 1994, Bécher précisait que la discipline apparaît comme un élément essentiel dans les pratiques des enseignants universitaires. Et autre spécificité,
qui nous vient des travaux de Van Langvel et de ses collègues, c'est que les enseignants-chercheurs sont avant tout des chercheurs. Donc c'est ce public qui va m'intéresser, et ce qu'on va d'abord faire pour essayer de préciser l'identité professionnelle des enseignants-chercheurs, c'est de se rappeler d'un travail de Cécile de Hausson et de ses collègues qui visait à étudier l'identité professionnelle des enseignants-chercheurs en physique. Et la méthodologie suivie avait été de proposer un questionnaire en ligne à des enseignants-chercheurs. Donc, ce questionnaire visait à préciser ce que sont les normes, les qualités et les valeurs de ces enseignants-chercheurs. Donc, lorsqu'on parle des normes assignées au métier, eh bien, on pose des questions aux enseignants sur la manière dont ils organisent les enseignements, comment est-ce qu'ils évaluent les étudiants, quel type de savoir est nécessaire de connaître à un niveau d'enseignement bien précis. Lorsqu'on parle des qualités nécessaires à l'exercice du métier, on va plutôt s'intéresser aux qualités pédagogiques des enseignants-chercheurs. Par exemple, est-ce qu'ils mettent en valeur le fait d'être à l'écoute des étudiants? Quelles sont les qualités disciplinaires qui sont selon eux importantes? Comme par exemple, est-ce que c'est important de maîtriser les savoirs qu'on enseigne, faire de la recherche, etc. Et puis, il reste les valeurs, c'est-à-dire ce que les enseignants-chercheurs apprécient tout particulièrement dans leur métier et ce qu'ils ne seraient pas prêts à déléguer. Alors, comme on a voulu étudier les pratiques de ces enseignants-chercheurs, on a mené un travail au niveau du groupe enseignant du supérieur du LDAR. Et donc, ça nous a amené à organiser une journée d'études à Rouen en 2019 pour creuser cette question de l'étude des pratiques. Et avec les exposés présentés durant cette journée, on a pu recueillir les points de vue des sciences de l'éducation, de la sociologie du travail et également de la didactique. Alors, cette journée a débouché sur la publication d'un ouvrage sur la pédagogie universitaire, dans laquelle, avec certains collègues du groupe SUP du LDAR, nous avons justement écrit un chapitre qui s'intitule « Territoire académique et identité professionnelle vers une différenciation des pratiques enseignantes à l'université ». Alors, je vais vous parler maintenant du travail qui a été mené et qui est relaté dans ce chapitre. Donc, en fait, il s'agit d'une recherche pluridisciplinaire qui vise à étudier l'identité professionnelle des enseignants-chercheurs. Donc, il y a un premier travail qui concernait la chimie, les maths et la physique et qui s'est élargi dans l'ouvrage à la géographie. Alors, nous sommes partis de l'hypothèse que la double dimension du métier d'enseignant-chercheur, à savoir l'enseignement et la recherche, va conférer aux enseignants-chercheurs d'un groupe disciplinaire des éléments d'identité professionnelle très spécifiques et parfois différents des autres enseignants. Et donc, ce que nous avons fait pour essayer de comprendre les pratiques des enseignants-chercheurs, c'est que nous avons essayé de spécifier cette identité professionnelle au regard de deux rapports que les enseignants peuvent entretenir, d'une part avec la discipline dont ils sont issus, donc le rapport épistémologique, par exemple ce que sont vraiment les mathématiques ou la physique pour un enseignant-chercheur, comment il pense la manière dont les savoirs s'élaborent dans les labos de recherche, et un autre rapport qui est le rapport pédagogique qui concerne plutôt la manière dont la discipline doit s'enseigner. Alors, nous avons mené 38 entretiens avec des enseignants-chercheurs, donc 9 en chimie, 9 en géographie, 12 en mathématiques et 8 en physique. Donc, je vous parle ici plutôt d'une étude qui concerne des pratiques déclarées, puisqu'on est sur une étude du discours sur les pratiques. Et notre protocole d'entretien s'appuie sur les questions qui avaient été proposées par Cécile de Hausson et ses collègues, et nous avons adapté ce protocole pour qu'il devienne opératoire pour une discipline donnée. Alors, voilà quelques exemples de questions que nous avons posées aux enseignants-chercheurs, de manière à comprendre leurs normes. On a essayé de comprendre ce qu'était pour eux l'objectif d'un cours et comment ils s'assurent que celui-ci est atteint. Au niveau des qualités, on a interrogé ces enseignants sur ce qui peut leur sembler difficile dans l'exercice de leur métier d'enseignant. On leur a également demandé ce qu'ils seraient prêts à déléguer. Et au niveau de la discipline à proprement parler, on les a interrogés sur leur public en leur demandant si leurs étudiants rencontraient des difficultés et également qu'est-ce que c'est pour eux un bon cours
dans leur discipline. Qu'est-ce qu'un bon cours de maths, un bon cours de physique, chimie et géographie? Alors, comme on est ce soir vraiment centré sur la question des liens entre les pratiques et les apprentissages, je vais plutôt vous relater certains résultats qui vont concerner ce qui traite de la discipline. Donc, quand on demande à ces enseignants-chercheurs ce qu'est selon eux un bon cours, il ressort en majorité dans les entretiens qu'un bon cours, ça va donner envie aux étudiants de se questionner. Et un bon cours aussi, ça doit permettre de montrer la beauté de la discipline. Alors, je vais exemplifier ça avec quelques extraits. Donc, pour que vous compreniez, à chaque fois, la première lettre, c'est la discipline dont l'enseignant est issu, et puis le numéro, c'est le numéro de l'enseignant-chercheur. Donc là, P signifie qu'on a un enseignant-chercheur de physique qui s'exprime et qui dit que finalement, dans un cours, il y a un aspect théâtral qui t'emmène dans quelque chose qui, après, te donne envie de faire de la physique. Donc, il y a cette idée de donner envie. Un mathématicien, pour lui, un bon cours, c'est quand il y a la beauté des maths pour elles-mêmes. Disons qu'un étudiant en maths, j'espère, va découvrir, apprécier, aimer les maths pour ce qu'elles apportent en elles-mêmes. Un autre mathématicien, selon lui, c'est réussir à donner aux étudiants, donc à leur donner, ce sont les étudiants, une intuition beaucoup plus précise des objets, et puis une définition rigoureuse de tout ça, et qu'ils soient capables après de raisonner par eux-mêmes sur les objets. Et en géographie, c'est un terme qui est souvent revenu, mais le plus important finalement pour que on donne un bon cours, c'est que les étudiants sortent du cours avec cette envie de voyager. Alors, au-delà du fait qu'un bon cours, ça donne envie et que ça doit montrer la beauté de la discipline, vous voyez aussi que dans les propos de ces enseignants-chercheurs, on retrouve quand même des caractéristiques épistémologiques de leur discipline. Par exemple, quand l'enseignant de maths parle d'intuition et de définir, l'activité de définition, c'est quand même très spécifique des maths. Lorsque l'enseignant précédent parle de la beauté des maths, il faut comprendre que c'est un enseignant dont le domaine de recherche est au niveau des mathématiques pures, on n'est pas dans les mathématiques appliquées. Donc pour lui, la beauté des maths ressort au travers des maths pour elles-mêmes, autrement dit les maths abstraites. Et puis cette invitation au voyage dans les propos des géographes, c'est aussi une caractéristique épistémologique de la discipline, puisque derrière le terme voyager, il y a en fait l'idée d'aller sur le terrain pour comprendre le monde qui nous entoure, et ça c'est spécifique de la géographie. Donc vous voyez que derrière le point commun qui est de donner envie de montrer la beauté, on voit vraiment l'importance des spécificités épistémologiques des disciplines. Alors, en ce qui concerne les difficultés des étudiants, il se fait que pour un grand nombre d'enseignants-chercheurs, leurs enseignements ne se déroulent pas forcément comme ils le voudraient. Et la raison principale, c'est que les étudiants ont des difficultés. Alors, un point positif, c'est que ces enseignants-chercheurs sont bien conscients des difficultés du public actuel. Et deux grandes difficultés qui ressortent, ce sont les difficultés vis-à-vis des attentes universitaires, le manque de travail ou le fait d'avoir une méthode qui n'est pas appropriée à ce type d'études. Et la non-maîtrise des mathématiques qui sont enseignées au lycée apparaît comme une difficulté chez les étudiants dans toutes les disciplines, sauf pour les enseignants-chercheurs de géographie. Alors voilà quelques extraits. Donc un enseignant de maths qui explique qu'en première année, il y a d'abord une difficulté qui est une difficulté d'adaptation à nos exigences, et que ce n'est pas forcément lié à la matière proprement dite, mais que c'est lié, par exemple, quand on définit un concept, qu'est-ce que ça signifie comprendre un concept? Donc, de nouveau, allusion à l'épistémologie de la discipline. Pour la physique et la chimie, après, on a deux enseignants qui ne mâchent pas vraiment leurs mots, puisque l'enseignant-chercheur physicien explique que quand on les regarde, on a l'impression qu'on a juste un catalogue de vente par correspondance. Les choses ne sont pas structurées ou mal structurées. Et pour l'enseignant-chercheur en chimie, qui explique que lui, son problème, c'est vraiment les lacunes en maths. Tu écris l'intégrale, ils ont la bouche ouverte. Une dérivée, ils ont la bouche ouverte. Enfin, tu ne dois pas passer du temps sur ça. Tu dis, je ne suis pas mathématicienne, je suis chimiste. Donc, on voit vraiment les problèmes liés aux mathématiques. Alors, comme je le disais, il y a quand même aussi des variabilités en fonction des disciplines sur les lacunes en maths,
parce que pour les enseignants-chercheurs en chimie et en physique, les difficultés sont principalement liées au savoir mathématique de base et au savoir mathématique qui sont finalement un outil pour la discipline. En mathématiques, on est vraiment les plus mal lotis, puisque au-delà du fait que les mathématiques du lycée ne semblent absolument pas maîtrisées pour un grand nombre d'enseignants-chercheurs, il y a des difficultés qui viennent s'ajouter et qui sont liées aux spécificités épistémologiques de la discipline, comme par exemple l'activité de démonstration, la rigueur attendue, la rigueur logique. On a un enseignant qui dit moi, ça m'est déjà arrivé en L1, je mets l'énoncé du théorème, et puis je commence la démonstration et je me fais interrompre en disant « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Je démontre le théorème. Et une démonstration, ils ne comprennent pas le concept. Donc, des enseignants-chercheurs qui sont en grande difficulté vis-à-vis des difficultés des étudiants. Alors, je vous parle brièvement du cas de la géographie parce que c'est quand même une discipline qui est à part des mathématiques, de la physique et de la chimie, puisqu'au niveau de la géographie, les ruptures entre le lycée et l'université semblent être beaucoup moins présentes que dans les autres disciplines. Alors, Caroline Léninger-Frézal avait mené un travail duquel il ressort que les enseignants-chercheurs en géographie semblent mal connaître les programmes du lycée, mais de toute façon, la connaissance de ce qui a été fait avant par les élèves ne semble pas être vraiment un prérequis nécessaire pour faire de la géographie à l'université. On a un enseignant-chercheur qui dit moi, je me suis rarement posé la question de ce qu'ils avaient vu avant au lycée, et visiblement, ça n'est pas vraiment un problème. Néanmoins, il y a quand même des décalages qui sont pointés entre le lycée et l'université, notamment au niveau des attentes théoriques, notamment dans la maîtrise du vocabulaire spécifique de la géographie, où un enseignant nous dit voilà, le vocabulaire que je peux employer par rapport à un vocabulaire qui n'est pas totalement compris, où la nuance n'est pas totalement comprise. Voilà, donc je reparlerai peu de la géographie pour la suite. Mais en tout cas, un autre résultat que nous avons mis en évidence, c'est que réellement, le métier de chercheur vient impacter le métier d'enseignant. Et en fait, ce qui ressort, c'est que la recherche, c'est un réservoir d'exemples. Ça permet aux enseignants-chercheurs de proposer des exemples à leurs étudiants. Mais il est assez difficile pour un grand nombre d'enseignants-chercheurs de montrer à voir aux étudiants de première année d'université ce qu'est vraiment la recherche. C'est plutôt au niveau du master qu'ils expliquent que l'impact de leur recherche sera plus visible dans les enseignements. Par exemple, un enseignant-chercheur nous dit qu'il essaye de faire passer surtout ma passion en leur faisant des liens entre ce que je raconte et des exemples que je prends dans ma recherche pour leur montrer. En général, ça anime, ça les intéresse. Un enseignant de maths explique je sais que ma recherche m'aide beaucoup pour mon enseignement, surtout que j'ai des cours un peu dans ma recherche. Donc, on parle de cours au niveau du master. Donc, j'ai tendance à un peu m'évader. Je leur montre un peu en pratique à quoi ça sert, toujours avec cette idée de faire cela par l'intermédiaire d'exemples. Et puis, en physique, un enseignant nous dit parce qu'en recherche, on apprend aussi un certain nombre de choses et certaines attitudes vis-à-vis des problèmes. Donc, on peut aussi leur inculquer ça ou les amener à mettre en place ces attitudes directement dans leur pratique quotidienne. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de l'identité professionnelle des enseignants-chercheurs, clairement, la recherche, la dimension recherche vient impacter la dimension enseignement. Donc, au terme de cette recherche, en fait, on a pu mettre en évidence différents marqueurs qui, selon nous, caractérisent l'identité professionnelle des enseignants-chercheurs. Un premier marqueur, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est que réellement les spécificités épistémologiques des disciplines des enseignants-chercheurs vont influencer leurs pratiques, qui restent ici des pratiques déclarées. Ces enseignants-chercheurs ont vraiment des conceptions sur leur discipline et sur les objets qu'ils doivent enseigner. Ces spécificités épistémologiques, en fait, on les retrouve également dans la manière dont ils essayent de s'adapter au public étudiant, la manière dont ils vont prendre en charge la place des prérequis, comment ils vont gérer les difficultés de leurs étudiants, peut également être mis en lien avec les caractéristiques épistémologiques de leur discipline. Le métier de chercheur influence le métier d'enseignant par la mise en valeur d'aspects méthodologiques liés à la recherche, par l'importance de présenter des exemples, issus du domaine de recherche ou pas d'ailleurs, et des modalités aussi d'enseignement liées à la démarche de recherche. Par exemple, au niveau du master, des enseignants-chercheurs travaillent plutôt par projet ou bien proposent à leurs étudiants de faire des présentations.
En tout cas, dans toutes les disciplines, les enseignants-chercheurs ont des difficultés à enseigner comme ils le voudraient, principalement en L1. Et je n'en ai pas parlé, je peux en reparler après si vous avez des questions, mais ça induit des tensions dans la manière dont ils vont évaluer leurs étudiants. Alors, cette recherche qui reste du côté des pratiques déclarées nous a amené quand même à penser que ces premiers résultats vont immanquablement avoir des conséquences sur l'organisation des enseignements et sur ce que les enseignants-chercheurs vont projeter sur leurs étudiants. Donc, à partir de ce travail, nous nous sommes rendus sur le terrain et c'est ce qui m'amène à la deuxième partie de cet exposé qui va plutôt concerner les pratiques in situ et le vécu des étudiants. Donc, pour creuser cette question des liens entre ce qui s'enseigne et ce qui s'apprend, je vais maintenant vous parler d'un travail en cours que je mène avec Nicolas Grenier-Bollet et Nathalie Lebrun, qui est ici présente d'ailleurs. Bonjour Nathalie. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de caractériser les choix des enseignants-chercheurs lorsqu'ils enseignent et de confronter ces choix au vécu des étudiants. J'y reviendrai sur ce terme vécu, parce que je me dois d'être honnête avec vous, on n'est pas encore au stade où on a vraiment accès aux apprentissages des étudiants, mais plutôt à leur vécu, et donc je reviendrai sur ce terme par la suite. Alors, notre travail s'appuie sur deux hypothèses. Voilà, donc certainement, la manière dont un enseignant-chercheur expose les connaissances à ses étudiants est portée par un ensemble de convictions sur ce qui doit être su et sur la façon dont cela doit être enseigné. Et d'autre part, une bonne adéquation entre les intentions qui portent les pratiques et la manière dont celles-ci sont reçues par les étudiants peut être un moteur de la réussite étudiante. Donc, le travail que nous avons mené avec Nathalie et Nicolas a consisté à travailler avec 5 enseignants-chercheurs et leurs étudiants. Donc, parmi les 5 enseignants-chercheurs, il y en avait 4 en physique et 1 en maths. Ce n'est pas forcément un choix, c'est juste que ce n'est pas évident d'aller filmer des enseignants et qu'on a pris les enseignants qui acceptaient de travailler avec nous, tout simplement. Donc, on a observé des cours magistraux. Donc, vous avez là la liste des contenus relatifs à chacun des cours. Donc, un cours portait sur la cinématique, un autre sur les lois de Newton. Il y avait les forces, le théorème de Gauss, donc pour la physique. Et pour la maths, c'était un cours sur les équations différentielles. Alors, on a procédé en différentes phases. Donc, avant le cours, on a proposé un entretien à chaque enseignant-chercheur dans lesquels on leur a demandé de s'exprimer sur le sujet qu'ils allaient aborder dans leur cours, quels étaient les objectifs de ce cours et s'ils pressentaient que le cours pourrait éventuellement être difficile ou pas chez les étudiants et en quoi est-ce que ça pourrait être difficile. Ensuite, nous sommes allés observer le cours, donc au même titre que les étudiants. Et puis, à l'issue du cours, on a proposé un questionnaire aux étudiants. Parmi les questions qu'on leur a proposées, on les a interrogés sur les difficultés qu'ils avaient pu rencontrer dans le cours. Est-ce que le cours avait été facile ou pas à comprendre? Est-ce qu'il y avait eu des dessins? Et on s'est également un peu plus arrêté sur la notion d'exemple, puisque dans la recherche précédente, les pratiques déclarées des enseignants-chercheurs avaient beaucoup mis en évidence l'importance de donner des exemples pour avoir un bon cours. Donc, on est revenu un petit peu sur la place des exemples dans le questionnaire proposé aux étudiants. Donc là, pareil, je vais vous donner quelques résultats. On ne peut pas être exhaustif dans le temps qui m'a imparti. Donc, en fait, lorsqu'on demande aux enseignants de s'exprimer sur les objectifs de leur cours, ils mettent tous en avant la liste des notions qu'ils vont introduire. Donc, il n'y a pas toujours, en tout cas, d'objectif plus méthodologique. L'objectif, c'est d'introduire une liste de notions. Donc, l'enseignant-chercheur 4, qui est un enseignant de physique, dit, voilà, je commence par le système fermé parce que, par exemple, la loi de Newton, le bilan de quantité de mouvement dans un référentiel galiléen, c'est la résultante des forces extérieures. Pareil pour l'enseignant-chercheur 1, qui est l'enseignant-chercheur de maths. Son objectif, lui, c'est vraiment présenter la méthode de résolution des équations différentielles ordinaires linéaires à coefficient constant, les classes de solutions, c'est-à-dire qu'on a le noyau et on prend une solution particulière et on ajoute le noyau. Alors, autre résultat,
issu des entretiens pré-cours avec les enseignants-chercheurs, c'est que dans leurs propos, de nouveau, on retrouve des allusions à l'épistémologie de leur discipline. Par exemple, l'enseignant-chercheur de maths, lui, il va vraiment essayer de formaliser les notions mathématiques pour les définir rigoureusement. Il veut aussi démontrer et relier les connaissances entre elles. On retrouve là l'aspect cumulatif des maths. Et au niveau des enseignants-chercheurs de physique, on va beaucoup retrouver cet accent sur la modélisation de phénomènes naturels, également sur l'usage de modèles qui vont prendre la forme de lois. Alors, au niveau du public étudiant, bien de nouveau, on retrouve la non-maîtrise des prérequis en mathématiques. Donc là, on est sur un public de L1 dans nos observations. Mais là, maintenant, en discutant avec les enseignants-chercheurs de physique, on voit que finalement, cette non-maîtrise des prérequis n'est pas toujours forcément un problème, puisqu'ils acceptent de laisser certaines difficultés de côté, ou au contraire d'être moins rigoureux au niveau des aspects mathématiques. Donc, un enseignant-chercheur de physique nous explique il y a les difficultés mathématiques, mais je les oublie un petit peu, parce que si on parle de physique, ce sera plutôt la séparation, le lien entre les concepts, force, accélération, vitesse. Et les difficultés mathématiques sont des fois nombreuses, mais on les oublie, intégrer, dériver, voilà. Alors, ce qui est très important aussi pour les enseignants-chercheurs de physique, beaucoup moins pour l'enseignant-chercheur de maths, ce sont les interactions avec les étudiants. On a un enseignant qui nous dit, voilà, moi je fais tout au tableau et je le fais de manière interactive et on construit tout pas à pas. C'est fait en fonction de l'auditoire parce que je pourrais peut-être avoir des questions auxquelles je dois répondre. Et de nouveau, dans ce travail également, les exemples sont vraiment mis en valeur par les enseignants-chercheurs. Et ces exemples ont, selon eux, la fonction d'être une aide à la compréhension. Quand un enseignant-chercheur nous dit, voilà, donner des exemples concrets, ça permet un petit peu mieux de situer et de mieux cerner les problèmes. Alors, on va maintenant passer du côté du vécu des étudiants et après, je vous donnerai quelques éléments sur les observations in situ que nous avons pu faire. Donc, j'ai choisi de vous parler ce soir de la notion d'exemple, justement, et est-ce que les enseignants-chercheurs ont donné des exemples ou pas dans leurs cours. Alors ça, c'est assez tranché et c'est assez adapté au projet des enseignants-chercheurs, puisqu'ils nous avaient tous expliqué qu'ils allaient donner des exemples dans leurs cours. Bon, et majoritairement, les étudiants ne s'y trompent pas, puisque dans le tableau qui est ici, vous avez à chaque fois dans la première colonne l'effectif étudiant pour chaque enseignant-chercheur. Et effectivement, mis à part l'enseignant 2 pour lequel il y a une petite ambiguïté, tous les étudiants ont reconnu la présence d'exemples dans le cours qu'ils ont suivi. Lorsqu'on demande aux étudiants si ces exemples les ont aidés à comprendre le cours, vous voyez les résultats. Donc, ils avaient le choix entre beaucoup, un peu, pas vraiment et pas du tout. Et donc là, ce que l'on voit, c'est que c'est un petit peu plus mitigé. Il y a des enseignants pour lesquels les exemples ont effectivement été une aide à la compréhension et puis d'autres pas. Alors moi, je voudrais m'attarder ici sur deux enseignants-chercheurs. Donc l'enseignant-chercheur 1, c'est celui de mathématiques et l'enseignant-chercheur 4, donc, qui est un enseignant de physique. Pour lesquels on voit pour l'enseignant de mathématiques qu'en fait les exemples n'ont pas vraiment été une aide à la compréhension. En revanche, pour le cours de physique, là, les exemples semblent avoir aidé les étudiants à mieux comprendre le cours. Alors pourquoi est-ce que je cible ces deux enseignants ? Tout simplement parce qu'ils ont en partie les mêmes étudiants, c'est-à-dire que les 49 étudiants qui ont suivi le cours de maths se retrouvent dans les 84 étudiants qui ont suivi le cours de physique. Donc, on a mené une étude un petit peu plus approfondie des déroulements en amphi avec Cécile de Hausson et Céline Nioul, en se concentrant sur ces deux enseignants-là. C'est nous qui sommes allés observer ces enseignants. Et donc, on va se concentrer sur les 49 étudiants qui ont suivi les deux cours. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ce qui peut amener les étudiants à se prononcer
de la manière dont ils se sont prononcés. Je vais d'abord vous parler de l'enseignant-chercheur 4 et vous donner quelques précisions sur l'identité professionnelle de cet enseignant. Donc, il va aborder un nouveau chapitre qui va traiter du flux électrique et du théorème de Gauss. Donc, on est au 2e semestre de cours. Et cet enseignant, c'est un enseignant qui est très soucieux des difficultés des étudiants. Il sait que les étudiants ont des difficultés en mathématiques. Pourtant, ce sont des étudiants en mathématiques, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, on parle d'un public de L1 en mathématiques, mais on n'y échappe pas, hein, ils ont des lacunes, mais il sait aussi que les notions de physique qu'il va devoir aborder, elles vont être difficiles. C'est un enseignant pour qui l'objectif, c'est de préparer ses étudiants à l'évaluation et il veut également introduire des méthodes que les étudiants pourront retenir. Donc c'est un enseignant finalement qui ne va pas chercher une compréhension très approfondie des concepts qu'il enseigne. Lui, ce qu'il vise, c'est la fin du cours, ce que les étudiants vont pouvoir retenir à l'issue du cours. Et on parle ici de méthode. Donc, il sait que son cours va être difficile et donc pour essayer de réduire un petit peu ces difficultés, il va démarrer avec des exemples. On retrouve toujours l'importance de ces exemples. Et lui, il fait partie des enseignants-chercheurs qui acceptent de revoir un petit peu ces exigences mathématiques à la baisse parce qu'il nous dit, mais voilà, moi j'essaie de mettre des balises en disant à mes étudiants, attention, ce n'est pas très propre d'un point de vue mathématique. Et quand on l'interroge sur les objectifs de son cours, il nous explique qu'il va démarrer avec le théorème de Gauss, puis ensuite il va montrer que pour des raisons de symétrie, on peut simplifier les calculs de champ électrique. Il espère que les étudiants pourront faire la distinction entre un calcul de flux et l'application du théorème de Gauss, parce que ça, en général, ils font une soupe pas possible. Et donc, il va prendre des exemples. Alors, je vous ai juste mis ici un petit extrait du diaporama. Donc, en fait, l'enseignant projette un diaporama que les étudiants ont. Ce diaporama est incomplet et donc l'enseignant vient compléter au fur et à mesure avec les étudiants donc sur ce qui est écrit. Donc, il vient annoter les dessins, il vient souligner des choses. Et puis, vous voyez que de manière très synthétique, il vient mettre des formules, ce qui correspond à son objectif, donner des formules, des méthodes que les étudiants vont pouvoir retenir. Et il se fait que les étudiants apprécient beaucoup les séances de cours avec cet enseignant. Et il y a vraiment adéquation entre les intentions de cet enseignant-chercheur et le vécu des étudiants, puisque les étudiants s'expriment dans le questionnaire en nous disant ben voilà, les exemples vont vraiment permettre de concrétiser le cours et le professeur détaille énormément et prend le temps de nous réexpliquer. Donc c'est un enseignant qui s'exprime vraiment de manière posée, il demande très régulièrement aux étudiants si ça va, s'ils ont des questions, etc. Donc voilà, on est sur quelque chose de très structuré, très synthétique aussi, et les étudiants apprécient. L'enseignant-chercheur 1, lui aussi, va démarrer un nouveau chapitre, je l'ai dit, sur les équations différentielles ordinaires. On est au 2e semestre de cours. D'après cet enseignant, c'est un cours qui ne devrait pas poser de difficultés aux étudiants. Alors, cet enseignant-chercheur a des objectifs très différents en matière de compréhension attendue de ses étudiants. Lui, ce qu'il cherche, c'est à leur faire acquérir une certaine profondeur, donner du sens aux notions, d'être capable de détailler les raisonnements, les calculs. Donc, c'est un enseignant qui vise vraiment une compréhension très approfondie des concepts et il a à cœur que les étudiants puissent tout expliquer, tout justifier, tout démontrer. Et pour lui, un cours de maths, ça doit être différent avant et après. Ta manière de raisonner, ton intuition, ça doit évoluer dans la pratique. Alors, quand on interroge cet enseignant-chercheur sur les objectifs de son cours, il explique qu'il va présenter des exemples d'équations en essayant de lier avec le cours de physique. Donc, au 1er semestre, les étudiants ont eu un cours de physique dans lequel ils ont notamment étudié les lois de Newton. Et donc, il va essayer de lier avec le cours de physique, si possible, parce que la vérité, c'est que le concept d'équation différentielle ne ressort pas. Ils ressortent du cours de mécanique sans savoir que F égale ma est une équation différentielle. Alors,
on est dans une université belge, donc nos étudiants au lycée ne voient pas les équations différentielles. Donc, au moment où ils démarrent les équations différentielles avec cet enseignant, c'est un sujet qui est tout nouveau. Alors, on a eu accès au cours de physique du premier semestre. Donc, moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans ce cours. C'est vrai qu'on voit la loi F égale ma, mais évidemment, il n'y a aucune trace d'équation différentielle puisque les étudiants n'ont pas le concept à leur disposition. Alors, l'idée de cet enseignant, peut-être je ferai le pendule. Alors ça, ils ne l'auront pas vu. De fait, ils ne l'ont pas vu en physique, mais je vais le vendre avec du blabla. Donc, tout simplement, la dérivée de U égale alpha U, ça, ce sera l'exemple avec la décroissance de la radioactivité. Et puis, un bête système dynamique, je pense faire celui avec le ressort. Donc, vous voyez très clairement, il y a des petites expressions comme ça qui font que cet enseignant pense vraiment que ce ne sera pas compliqué du tout pour les étudiants. Et puis, ce que je voudrais vraiment faire, c'est les classes de solutions. On a le noyau et on prend une solution particulière et on ajoute le noyau. Donc là, on bascule sur les prérequis en algèbre linéaire, cours qui lui aussi s'est donné au premier semestre. Et donc là, il pense que les étudiants vont avoir le bagage nécessaire. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler du cours en entier, mais sachez que c'est réellement ce qu'il aura fait en 1h30. Donc, il aura traité le pendule, le ressort, la radioactivité, et il aura effectivement parlé de ces classes de solutions en prenant le noyau et en y ajoutant une solution particulière. Alors, je ne vous ai pas présenté le cours, mais je vous ai juste présenté les notations qui sont utilisées dans ce cours pour que vous vous rendiez compte du décalage qu'il peut y avoir entre les notations utilisées en physique et les notations que cet enseignant va utiliser. Alors, même pour le pendule, on est sur des dérivées de fonctions à deux variables, évidemment, concept dont les étudiants n'ont jamais entendu parler. Alors, je ne peux pas vous faire écouter d'extrait, mais sachez que c'est un enseignant qui parle extrêmement vite. Donc là, un petit extrait de ce qu'il dit que j'ai retranscrit à propos de la notion de solution. Et c'est ce qu'il dit aux étudiants. Donc voilà, mathématiquement, ce n'est pas une nouvelle notion de solution. Simplement, les objets sont différents. La notion basique, c'est je remets le machin dans l'équation et j'ai l'égalité. Vous mettez la fonction x dans l'équation. Ici, c'est sa dérivée seconde. Et l'égalité doit être vérifiée. Mais par contre, c'est une égalité en termes de fonction. Et ça va aussi vite que ça. Et ce n'est pas écrit, c'est dit. À propos de la construction de l'équation qui va modéliser le mouvement du pendule, donc, dont les étudiants n'ont jamais entendu parler, bien entendu, il va accompagner cette construction d'un dessin, mais il explique aux étudiants, de nouveau, très vite, on a une masse à deux dimensions, donc pour repérer la masse a priori, c'est x de t, y de t. J'aurai la position à deux dimensions, cette masse va se déplacer sur un cercle. Pourquoi? On pourrait se dire, il pose une question aux étudiants. Non, il enchaîne directement, parce que précisément, la tige de rappel, ici, elle va exercer une force. Je la mets comme ça, mais on s'attend à ce que le fil empêche la masse de foutre le camp, peu importe la direction de la force. Et puis après, donc vous faites ça comment? Vous appliquez la loi de Newton, c'est-à-dire la masse fois la dérivée seconde de xy. C'est le bilan des forces. Il y a deux forces qui s'expriment. D'abord la gravitation et puis la force de rappel de la tige. Bon, c'est bien gentil, mais comment je fais pour dire que je reste sur le cercle et que je peux tout dériver en fonction de θ? C'est quoi la force de rappel? Je vais mettre la norme de la tige, c'est égal à L, quel que soit T. Voilà. De nouveau, tout ça est dit et pas écrit. Donc, on a au tableau des dessins, des maths, mais très, très peu de traces du registre de la langue naturelle. Donc, cet enseignant considère vraiment que les étudiants ont le bagage physique nécessaire pour comprendre les exemples, ce qui n'est absolument pas le cas. Bien sûr, il va donner tous les détails mathématiques, mais les explications restent orales et pas écrites. Il y aura énormément de symboles et des graphiques au tableau, et comme je vous l'ai dit, ça va très, très vite. Et il n'y a pas d'interaction avec les étudiants. Donc nous, on a insisté à un cours où les étudiants n'ont fait qu'écrire. Et donc, les étudiants, qui sont les mêmes qui suivent le cours de physique, ils apprécient peu les séances de cours avec cet enseignant. Et il y a clairement des malentendus entre les intentions de cet enseignant-chercheur qui pense qu'en fait, tout va bien, et le vécu des étudiants. Donc, lorsque les étudiants s'expriment à propos des exemples, il y en a un qui dit, voilà, moi, le professeur, il a tellement pris d'exemples que je me suis perdu. J'aurais préféré qu'il en prenne moins, mais qu'il passe plus de temps à les expliquer. Il y en a un qui souligne aussi la vitesse à laquelle les notions sont présentées. Les exemples d'initiation n'étant pas clairs, la formation qui a suivi, elle était très, très dure. Et puis,
un autre étudiant qui dit « Bon, ben moi, à part le fait qu'on utilise les différentiels en physique, ces exemples, ils m'ont servi à rien. » Et ces exemples sont tellement détaillés que dans les propos des étudiants, en fait, il y a 50% d'entre eux qui utilisent le mot « exercice » à la place d'exemple. Donc, les étudiants pensent qu'en fait, l'enseignant a résolu des exercices. Et plus globalement, donc cette recherche où nous avons observé 5 enseignants-chercheurs, elle met actuellement, je dis actuellement parce que ça doit nécessairement être précisé, mais au niveau de ces 5 enseignants-chercheurs-là, on a 2 profils au niveau des enseignants. On a un premier profil où il y a clairement des pratiques qui ne sont pas adaptées au public étudiant, où on voit que ça va vraiment impacter négativement les étudiants. Alors, c'est un peu dommage de le dire comme ça, mais c'est en fait des pratiques qui font que l'enseignant est trop rigoureux, qu'il attend une compréhension beaucoup trop approfondie des étudiants. Et aussi, le manque d'interaction est perçu comme un facteur négatif au niveau du vécu des étudiants. Et donc, pour les enseignants qui ont ce profil, et c'est le cas de l'enseignant-chercheur 1, donc l'enseignant de maths, il y a clairement des malentendus entre les intentions de cet enseignant et le vécu de ses étudiants. À l'inverse, dans l'autre profil, des exemples de pratiques qui semblent être mieux adaptés au public étudiant, c'est le fait qu'il y ait des interactions et le fait d'exiger une compréhension moins approfondie des étudiants et d'accepter de faire le deuil de certains détails. Et là, du coup, on a une meilleure conformité entre les intentions des enseignants et la manière dont ces pratiques sont reçues par les étudiants. Et vous l'avez compris, l'enseignant-chercheur 4, il a ce profil. Et donc, je dirais que, pour conclure, bien sûr, les pratiques des enseignants-chercheurs, elles sont très variées, mais j'espère vous avoir montré qu'elles s'organisent en fonction de certaines dimensions de leur identité professionnelle. La manière dont ils vont se représenter leur discipline, donc les normes, la façon, la compréhension qu'ils attendent de leurs étudiants et les qualités, comme par exemple la présentation et le traitement des exemples. Donc on a des points communs, mais dans la manière dont ils vont traiter ces aspects-là, les spécificités épistémologiques vont venir influencer les pratiques des enseignants. Alors, ce que j'espère vous avoir montré aussi, c'est que contrairement à certaines idées reçues, les cours magistraux ne sont pas que transmissifs. Il se passe des choses en cours magistral et le cours magistral n'induit pas que de la passivité chez les étudiants. Quand on a dépouillé les questionnaires des étudiants de nos 5 enseignants-chercheurs, ils s'étaient beaucoup exprimés, donc réellement, ils ont détecté des exemples, la présence de dessins. Il y avait clairement des choses qui s'étaient passées, mais vous comprenez maintenant pourquoi je parle plutôt du vécu des étudiants et pas de leurs apprentissages, parce que ce sont les étudiants qui s'expriment et on n'a pas encore basculé du côté de leurs apprentissages. On voit aussi que l'identité professionnelle d'un enseignant-chercheur, elle impacte clairement le vécu des étudiants. Et avec les 2 enseignants-chercheurs dont je vous ai parlé, finalement, on est dans 2 extrêmes. On a l'enseignant-chercheur de maths qui s'adresse à un étudiant modèle qui n'est pas du tout l'étudiant réel, et on voit que ça ne fonctionne pas, alors que cet enseignant, finalement, il exige une compréhension très approfondie de ses étudiants, et finalement, c'est un objectif qui est tout à fait louable. Et puis, dans l'autre extrême, on a l'enseignant-chercheur de physique qui, lui, ne vise pas du tout une compréhension approfondie, il vise plutôt l'acquisition de méthodes, des choses à retenir, et du coup, on voit qu'il est plus proche des étudiants. Donc là, on est sur des pratiques qui sont peut-être moins exigeantes en termes de compréhension, et ce qui est peut-être un peu moins bien finalement, mais on voit que ça parle beaucoup plus aux étudiants. Alors, on a vu aussi que la manière de traiter les exemples, du moins chez les 2 enseignants-chercheurs dont je vous ai parlé, ça a vraiment un impact sur le ressenti des étudiants. Et sachez que ça, c'est une de nos perspectives, puisque actuellement, dans le groupe SUP, nous menons un travail spécifique sur les exemples, parce que ça a tellement été mis en valeur à la fois par les enseignants-chercheurs et par les étudiants, qu'on a voulu vraiment comprendre ce qui pouvait se jouer dans un cours quand l'enseignant vient traiter des exemples. Et là, on pense
mais on n'y est pas encore, qu'on va pouvoir accéder davantage aux apprentissages des étudiants plus que leur vécu. Et enfin, je nourris l'espoir qu'avec cet exposé, on voit vraiment l'importance des recherches en didactique pour étudier les pratiques enseignantes et les apprentissages des étudiants, puisque j'espère vraiment que vous êtes convaincus que finalement les disciplines sont importantes et que ce sont vraiment les spécificités aussi des disciplines qui viennent influencer un certain nombre de choses. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup Stéphanie pour cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Il y avait quelques petites demandes de détails. Oui, alors comme je l'ai dit au début, comme je me suis mise en plein écran, je n'avais pas accès au chat, donc je vais peut-être regarder maintenant. On va Oui, peut-être... bien entendu, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, alors je découvre en même temps que vous. La première remarque, c'était que, en fait, la première remarque des enseignants ne faisait pas référence au contenu. Euh, et c'était qui a posé cette question-là? Ouais, c'est moi qui ai posé cette question-là. La première réaction des enseignants, un bon cours ne fait pas du tout Oui, référence au contenu. Donc, finalement, est-ce que non. la classe inversée n'a rien inventé? En tout cas, bon, c'est ce qui est sorti majoritairement, hein, voilà. Donc, c'est pas finalement le spécifique des contenus un bon cours, donc ni un bon cours de physique, de chimie ou de géographie. Il y a des aspects plus transversaux qui ressortent. Euh, Non, donc non. Pour répondre à la question, on n'avait pas vraiment de choses sur le contenu. C'est plutôt la beauté et voilà. Merci. Et qu'est-ce que ça voulait dire le catalogue de vente par correspondance? Moi, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il s'agissait du cours, mais c'est quand même de la charge de l'enseignant de le structurer, ou est-ce que c'était les lacunes des étudiants? Non, il parle des lacunes des étudiants, hein. Il dit, bon, ben voilà, en fait, ils ont en tête une liste de choses totalement déconnectées et voilà, c'est comme une liste de vente par correspondance, comme une liste de courses, quoi. Merci. Une question de Nathan Lombard. Oui, merci beaucoup Stéphanie. J'avais des questions, alors c'est autour de la diapo 25, mais c'est pas forcément la peine d'y revenir. Mais c'est qu'à un moment, enfin je sais pas, tu me diras. En fait, à un moment, tu décris. En fait, en général, j'ai du mal à comprendre parfois ce qui relève de l'épistémologie personnelle des profs que vous avez interviewés et celle qui relève de l'épistémologie personnelle des chercheurs et chercheuses que nous pouvons être, ou en Mhm. tout cas de vous dans votre analyse. Et par exemple, il y a des caractérisations des maths sur la diapo 25. Je n'arrive pas à savoir si en fait c'est comme ça que les profs les voient ou si c'est votre façon à vous d'étiqueter les maths. Et dans ce cas-là, c'est votre vision à vous des maths. Ou est-ce qu'en fait c'est la même? Voilà. Et par ailleurs, et pareil pour la diapo 26, tu viens un peu d'en parler. Mais tu disais à un moment, les cours magistraux, en fait, c'est assez interactif. Mais ça, c'est les profs qui le disent ou c'est vous qui le disiez? Parce que c'est vrai qu'à titre personnel, même quand on laisse des petits espaces de questionnement aux élèves, j'appelle pas non plus ça un truc interactif si c'est la prof qui écrit tout au tableau, quoi, surtout d'un point de vue didactique. Mais du coup, voilà, ce genre de terme, j'avais du mal parfois à faire la différence entre ce qui me semblait être les catégories d'analyse Mhm. et les catégories d'analyse des profs sur leur propre pratique, quoi. Alors en fait, pour ce qui concerne l'épistémologie, donc dans le travail qu'on a mené, on avait consulté des travaux en épistémologie des disciplines. Et donc, par exemple, si tu lis le chapitre qu'on a écrit dans l'ouvrage, il y a tout un paragraphe où on traite de l'épistémologie de chaque discipline. Donc, tout ce qui relève de l'activité de formalisation, de définition, ça, je dirais, c'est notre vision à nous de chercheurs en didactique en nous appuyant sur des travaux. Et donc, on a fait ce travail semblable pour la géographie, la chimie et la physique. Donc, c'est aussi pour ça qui nous amène, pour la physique, à beaucoup parler de la différence entre le monde réel, le monde théorique, toutes ces questions de modélisation qu'on retrouve par ailleurs en chimie aussi. Il y a des choses communes entre la physique et la géographie. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, c'est notre interprétation de chercheurs qui menons nous-mêmes la recherche en nous appuyant sur des travaux.
Pour clarifier également la question des interactions, oui, peut-être que le mot tel que je l'utilise est mal choisi, mais quand je parle d'interaction, c'est effectivement l'enseignant qui va vers les étudiants pour leur demander si ça va, ou bien les étudiants qui interpellent l'enseignant pour poser une question de compréhension, de clarification. Ce n'est pas du tout l'idée où l'enseignant co-construit son cours avec les étudiants. On est aussi sur des enseignements en L1, donc des amphis dans lesquels il y a quand même pas mal d'étudiants. Donc voilà, les interactions se limitent souvent à l'enseignant qui prend un peu la température de son public par l'intermédiaire de questions. Et on ne va pas se mentir, hein, les étudiants ne répondent pas tous en chœur qui comprennent ou qui ne comprennent pas. Hein. On est quand même sur des choses assez locales. Mais il y a quand même des étudiants qui posent des questions. Hein. C'est vraiment pas que transmissif. Ça, c'est très clairement ressorti. Merci. Merci. Donc, on voit bien que la modélisation horizontale, elle est pas du tout prise en compte par l'enseignant de mathématiques et c'est ça qui pêche et ça, je veux dire, la modélisation, elle aurait dû aussi importer pour le mathématicien, quoi. Et, bon, enfin bon, c'est un trait très très commun des matheux de sous-estimer cette étape de modélisation, de la minorer totalement cette étape de modélisation horizontale, non? Oui, complètement. Et en fait, l'enseignant sait que les étudiants ne l'ont pas vu en physique. Et donc, c'est un enseignant-chercheur qui a un profil très particulier. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, cet enseignant-là, il avait démarré des études en physique et il a bifurqué vers les maths parce qu'il estimait que la physique ne lui apportait pas la rigueur qu'il attendait. Et ça l'a toujours persécuté, le fait qu'en physique, on puisse faire le deuil de certains détails mathématiques avec des étudiants de L1 et que par ailleurs, ça puisse quand même très bien fonctionner. Et donc, il dit que les étudiants n'auront pas de difficultés parce que justement, ils pensent qu'en leur donnant tous les détails, ils vont être très contents et ils vont se dire « Ah, enfin, l'utilité des maths, je vois à quoi ça sert. Tout ce qu'on ne m'a pas expliqué en physique, je le comprends maintenant. » Mais pas du tout, parce que c'est aussi une démarche qui n'intéresse pas les étudiants. Faire des liens entre les cours, c'est malheureux, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Donc, non seulement les étudiants n'ont pas besoin de ce lien, mais en plus, ils n'ont pas les capacités de faire ces liens. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe mal. Oui, mais pas les capacités de faire les liens, mais aussi, enfin, je veux dire, passer de deux dimensions, d'une dérivée à deux dimensions qui est un vecteur, à une fonction à une dimension, et penser que tout va bien se passer parce que la tige est de longueur Oui, constante, voilà. et voilà. Donc, c'est quand même, il y avait peu de traces de la langue naturelle, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y avait comme maths aussi qui sous-tendait cette modélisation? Est-ce qu'il écrivait des choses au tableau ou est-ce que c'était ça aussi, c'était naturalisé et totalement transparent du point de vue de l'enseignant? Non, c'était naturalisé et transparent. Donc, en fait, sur base d'un dessin, il amenait l'équation différentielle et puis il plaquait les solutions. Et donc, il remplaçait dans les équations après pour montrer que les solutions étaient effectivement solutions. Et puis aussi, au moment où il passe à la formalisation, au moment où il va définir la forme générale d'une équation différentielle ordinaire, c'est tout à fait transparent. Il n'y a pas d'appui sur les exemples. C'est, voilà, sur base de ces exemples, une équation différentielle ordinaire, elle est de la forme dérivée d'ordre n de u égale f qui dépend de toutes les dérivées précédentes, quoi. Et il n'y a pas ce lien avec les équations précédentes. Donc là aussi, la formalisation, elle est hyper rude hein, pour les étudiants. Et puis après, bon, je vous ai passé les détails, mais il ne faut pas oublier qu'après, il va basculer vers l'algèbre linéaire. Hein, donc, on est sur un cours très, très sophistiqué à ce niveau d'enseignement. Bah, très très sophistiqué. On en a quand même besoin hein, de dire que c'est le noyau d'une application Bien linéaire sûr. pour dire que c'est un sous-espace vectoriel, la solution d'une équation homogène. Enfin bon. Euh, donc est-ce que, enfin moi, EC1 me paraît quand même très typique de tous les matheux et EC4 assez prototypique du physicien. Est-ce que vous les avez choisis comme ça, vous en aviez d'autres ou vous avez fait d'autres observations? Alors, moi, je me suis occupée de ces deux enseignants-là, tout simplement parce que c'était des collègues et que c'était facile d'accès. Euh,
Nathalie Lebrun qui est présente, donc je ne sais pas s'il veut intervenir, c'est elle qui a travaillé avec les 3 autres enseignants-chercheurs de physique. Donc moi, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau, on n'a pas encore énormément regardé les observations in situ, mais sur base des entretiens précours et des questionnaires étudiants, on a pu dresser ces 2 profils et chaque enseignant-chercheur rentre dans ces profils-là. Maintenant, dire que c'est vraiment des exemples typiques de ce qui peut se passer en maths et en physique, je pense qu'il faudrait quand même agrandir un petit peu la taille de notre échantillon, mais voilà, si Nathalie souhaite intervenir, je peux lui laisser la parole. Oui, bonjour à tous et toutes. Oui, effectivement, hein, c'est quand même un échantillon de 5 enseignants-chercheurs, donc c'est des études de cas. C'est compliqué de généraliser actuellement. Bon, après, moi, les 3 enseignants que j'ai observés donc, à l'Université de Lille, et donc qui sont physiciens et donc qui ont travaillé sur la loi de Newton. Bon, après, moi, connaissant la façon d'enseigner, je pense que c'est quelque chose qui est un peu général, quoi. Enfin, je veux dire qu'on retrouve chez d'autres collègues. Ce que je peux ajouter par rapport à ce qu'a dit Stéphanie. Voilà, merci Nathalie. Bon, de toute façon, on poursuit le travail et on a même inclus la biologie dans nos disciplines actuellement. Donc voilà, c'est un travail qui doit être poursuivi. Merci Nathalie. Nathan voulait poser une deuxième question et ensuite ça sera Abdo Ali. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est ce que tu as dit, Christian, qui m'a fait penser à une question, effectivement. Parce que on parle là, il y a eu on parle beaucoup de modélisation, euh, et que ce soit en maths ou en physique, notamment, Stéphanie, tu as fait la remarque tout à l'heure que il y avait le prof qui va à l'oral parler de beaucoup de modèles physiques dans son cours de maths et qui ça va trop vite, etc. Alors que l'autre prof a tendance à plus écrire les modèles. Mais en tout cas, ma question, c'était que j'ai l'impression que dans les 2 cas, cette modélisation, le fait de dire, mais comment est-ce que je pourrais bah oui, modéliser tel système, telle situation, c'est jamais vraiment laissé à la charge des étudiantes et des étudiants. En fait, c'est une solution de modèle qui passe devant leur nez. Et en ce sens, est-ce que là, il n'y a pas un peu une perte de justement, enfin, qui est tout le sel et la difficulté de la modélisation et tout l'intérêt des objets, que ce soit les lois physiques ou les théorèmes mathématiques, et voilà. Et est-ce que ça, vous avez remarqué ça? Est-ce que ça, il y a eu des commentaires là-dessus de la part des profs ou des élèves? Enfin voilà, c'est un peu ça ma question. Mais moi, je peux répondre pour les maths. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais tu vois, toutes ces questions de modélisation, en fait, quand on voit toutes les difficultés que les étudiants de L1 rencontrent, est-ce que ce n'est pas tout simplement trop tôt que pour commencer à leur parler de modélisation? On est en début de 2e semestre d'une première année universitaire. Ils ont eu avant un cours où on revoyait des maths du lycée, suivi d'un cours de calculus. Et puis voilà, finalement, pour eux, c'est la première fois dans un cours de maths, du moins chez nous, en Belgique, où ils rencontrent cette modélisation. Donc, je pense qu'ils n'y sont déjà pas habitués au lycée. Mais là, on a un enseignant qui va jouer sur tellement d'aspects que, au-delà de l'aspect de modélisation, je pense qu'il y a tout simplement des prérequis des prérequis de physique que les étudiants n'ont pas. Et Oui, ça, mais qui c'est sont pas... des modèles aussi. C'est des modèles à disposition ou pas, quoi. Mais ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a une marge de. Il y a une marge. En fait, il me semble un peu didactique qu'il y a une vraie marge de progression à laisser les élèves à la charge de la modélisation, qui est la base de l'activité quand même dans ces domaines-là. Mais est-ce que ça, c'est un truc qui est remarqué par les profs, quoi? Ou pas du tout ou... Non. En tout cas, moi, je n'ai pas le souvenir qu'on l'ait observé. Malgré tout, on est sur des cours en amphi et donc les étudiants ont peu d'initiative. Après, ça aussi, c'est une de nos perspectives. Il pourrait être intéressant de voir ce qui se passe dans les TD, voir réellement là ce qu'on laisse à la charge des étudiants. Je pense que c'est plutôt au niveau des TD qu'on pourrait observer en quoi les étudiants peuvent être ou pas confrontés aux activités de modélisation. Mais en tout cas, dans les cours en amphi, on a
je n'ai pas le souvenir qu'on ait évoqué enfin, une quelconque prise en charge des étudiants de ces aspects de modélisation. Les étudiants quand même suivent un cours et ce n'est pas eux qui vont aider l'enseignant à construire le cours, pas du tout. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Bon, Merci. en tout cas, moi, merci bien, mais moi, je m'insurge contre le fait qu'il soit trop tôt pour parler de modélisation. Je ne suis pas du tout d'accord. Il n'est jamais trop tôt pour parler de modélisation. Abdou Ali, j'ai juste asséné mon opinion, hein, désolé. Abdou Ali, alors. Et, bonsoir. En tout cas, merci pour Stéphanie pour ce brillant exposé. Mhm. Merci. Et voilà, je, je vois que même aussi en Belgique et un peu comme partout, que le monde universitaire ignore ce qui se passe au lycée et comme à chaque échelon, chacun ignore ce qui est fait avant et ça a un impact. Euh, on en parle tout le temps de liaison entre les différents cycles, et entre lycée et université, et pourtant, ça reste toujours un vœu pieux. Et aussi le travail à l'horizontale parce que les mêmes élèves suivent des cours de physique et des cours de mathématiques et d'autres cours, et les enseignants de différentes matières continuent aussi à s'ignorer. Et on demande toujours aux élèves de faire le lien entre les différentes matières qu'ils étudient. Et voilà, je vois que c'est des choses récurrentes qui ressortent comme d'habitude. En tout cas, merci pour votre exposé. Merci pour le commentaire, oui. On mène tous le même combat. Nathalie Lebrun, j'imagine que c'était une interjection. Puis après, James Larouille. Oui, je voulais réagir par rapport à la modélisation. Alors en physique, c'est un peu différent. Donc là, je commence à regarder plus précisément les cours qui ont été enregistrés ici à Lille. Et en fait, là, on a la démarche de modélisation qui est clairement explicitée par l'enseignant dans le cours. Mais là, je pense que c'est la discipline qui fait que, puisque quand on utilise les lois de Newton, on fait quand même pas mal de modélisation derrière. Et donc, on voit des traces donc de ça. Et puis, je voudrais réagir également par rapport à la liaison lycée-université. Oui, alors nous, on a enfin, l'équipe pédagogique que j'ai regardée, en fait, ils ont été soucieux d'aller voir ce qui se passe au lycée. Alors, les étudiants, enfin, les cours qui ont été enregistrés datent de 2019, et donc ils ont, entre guillemets, subi la réforme Châtel de 2010, qui a été très, très mal construite, notamment pour la physique, hein, et puis également les mathématiques, mais surtout pour la physique, en ce sens où il y a, pendant cette période-là, on a eu une évacuation des outils mathématiques, enfin des maths, de manière générale, au niveau de la physique. Et donc, ce qui a posé vraiment des très, très gros problèmes. Et donc, l'équipe enseignante a finalement réinvesti ce qui s'est fait au lycée parce que ils se sont aperçus que ça n'allait pas du tout pour faire de la physique derrière au niveau de la première année d'université. Et donc, on reconstruit leur module en ce sens. Et on le voit très bien dans les choix que les enseignants ont fait pour reconstruire en fait l'unité d'enseignement de mécanique. Et ils le font même de manière progressive, puisque nous, les cours de second semestre ont été enregistrés, mais par contre, ils ont déjà vu des choses au premier semestre. Et donc, ils refont la progression qui, normalement, aurait dû être faite au lycée. Et oui, au niveau de l'université, oui, malheureusement, il y a très peu de dialogue entre les disciplines. Et il y a des incompréhensions, en fait, au niveau des étudiants qui voient en parallèle un cours de maths et un cours de physique à l'université et qui ont du mal à faire la transposition, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
Très bien, James Larouille, alors? Bonjour à toutes et tous. Félicitations pour la présentation. J'ai trouvé vraiment très très intéressante. Merci. Intéressante pourquoi? Parce que je pense que si Poincaré est encore vivant, il aurait dit que finalement les maths sont vues comme étant un livre de recettes de cuisine. Il y a une citation de lui qui disait que les sciences finalement qui n'étaient vues qu'en vision applicative, finalement n'étaient que de la cuisine. Et j'ai beaucoup apprécié la vision du physicien qui disait que finalement, quand on est dans l'application des mathématiques, on n'a pas besoin d'être rigoureux. Voilà. Donc ça, c'est ce que moi j'ai compris de ce que vous avez expliqué. Mais d'un côté, moi j'aimerais savoir ce que vous appelez exemple. Parce qu'on a beaucoup parlé de modélisation et on a aussi eu l'amalgame entre exemple et exercice. Et Oui. justement, ce mot modélisation, il est très fort parce que la modélisation sous-entend qu'on ait quand même pas mal de prérequis. Et donc, j'ai entendu tout à l'heure qu'on disait qu'il n'est jamais trop tôt pour parler de modélisation, mais finalement, quel est le rôle des mathématiques? Est-ce que les mathématiques doivent justement donner les outils qui permettent de modéliser, ou est-ce qu'on modélise parce qu'on sait, enfin, ou est-ce qu'on peut modéliser parce qu'on sait faire des mathématiques? Voilà. Enfin, qu'est-ce qui Alors, amène? Voilà, c'est ce que je... je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais au niveau de la modélisation, je voudrais quand même clarifier un petit peu ce que j'en pense. Bien sûr qu'elle est hyper importante et je suis d'accord avec Christian. Je dis juste que confronter nos étudiants pour la première fois à l'activité de modélisation avec le sujet des équations différentielles et de la manière dont c'est fait, c'est ça qui me semble un petit peu prématuré. Mais j'aime beaucoup la remarque de Marie-Pierre dans le fil de discussion, qui est que finalement, prendre appui sur des exemples de physique, c'est une bonne idée, mais ce sont les pratiques de cet enseignant qui vont venir induire des difficultés. Alors, la question sur les exemples, je n'ai pas non plus toutes les réponses parce que c'est justement le travail que nous sommes en train de mener au sein du groupe SUP. Tout simplement, la chose qu'on essaie déjà de faire maintenant, c'est quoi un exemple en maths, c'est quoi un exemple en physique, en chimie, en biologie, en géographie, ils ont l'air également de parler d'exemples, parfois aussi d'études de cas. Donc, on a déjà tout un travail à faire sur, finalement, c'est quoi un exemple dans chaque discipline. Et sur l'amalgame que les étudiants font entre l'exemple et les exercices, pour le moment, l'hypothèse que nous avons, mais que l'on doit éprouver sur le terrain, c'est que plus l'exemple est détaillé en termes de calcul, de dessin, plus il s'apparente aux yeux des étudiants à un exercice. Alors que si on reste très synthétique, si on donne juste, quand on parle de ressort, l'équation qui va modéliser le mouvement, c'est cette équation-là. Exemple suivant, là, les étudiants sont beaucoup plus enclins à admettre que c'est un exemple. Mais dès le moment où on commence à traiter l'exemple, faire des calculs, écrire davantage de choses, on bascule, en tout cas pour certains d'entre eux, du côté exercice. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci. Il y avait Youssef et Nathan, mais en fait, je vais devoir arrêter la, arrêter l'enregistrement. Donc, je me permets de remercier beaucoup Stéphanie pour cette téléconférence. Je vous invite le vendredi 8 mars, donc la semaine prochaine, à explorer les praxéologies mathématiques à l'œuvre dans la pratique du jeu Tuxva par Domingos Arcanjo Antonio Nyampinga, qui est professeur à l'université de Pungwe, à l'extension de TTO. Tout ça, ça se passe au Mozambique. Voilà. Donc, merci encore une fois d'avoir été présents si nombreux. Je vais arrêter la téléconférence, enfin l'enregistrement, mais vous pouvez continuer. Voilà. Au revoir.